Aujourd'hui, nous avons le plaisir de commencer donc cette séquence, cette série de conférences, par une conférence en se projetant vers l'avenir. On n'imagine pas vraiment de catastrophe, hein, je ne pense pas, autour de ce genre de télescope. Et c'est donc Guy Monnet qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors Guy Monnet est un astronome français, donc que nous connaissons très bien, qui vient souvent ici. Et qui, je dis français parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu ne vis plus ici, tu ne vis plus dans l'Hexagone, mais il travaille à l'ESO, l'Observatoire européen austral, hein, dont la base scientifique est à Munich, et où les télescopes se situent au Chili, comme vous le savez. Et depuis, ça fait déjà combien d'années? Une vingtaine, 15 ans que tu es à Munich? À l'ESO, ça fait 11 ans, et avant j'étais aux États-Unis. Voilà. 6 ans. Donc voilà, donc on est content de le voir revenir. Heureusement, il vient souvent, mais parmi nous. Et il est, en ce moment, il est coordinateur du projet du télescope géant européen, aussi baptisé Extremely, EELT, comme il le dira lui-même. Donc voilà pourquoi nous l'avons invité. Mais avant ces responsabilités, eh bien, il en a exercé bien d'autres, très prestigieuses, puisqu'il a été tour à tour, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, directeur de l'Observatoire de Lyon, de Marseille, non, je me suis trompé. Marseille d'abord, Lyon après, et enfin directeur du CFHT, le télescope canadien France-Hawaï, qui est à Hawaï, donc que vous connaissez également. Et avant de coordonner ce projet, il était directeur de tout ce qui concerne l'instrumentation du VLT. Voilà. Donc vous voyez qu'il a pendant à peu près une dizaine d'années. Et donc c'est ce qui lui donne la possibilité de nous parler avec beaucoup de savoir-faire, de l'instrumentation, enfin, et de ce projet. Voilà. Mais il n'était pas intéressé qu'à l'instrumentation. Moi j'ai connu tes travaux. Je me souviens quand j'ai commencé l'astronomie à travers donc des recherches et des articles sur des objets du ciel, et s'agissant en particulier de la structure. Ta spécialité était la structure des galaxies, évidemment sous un angle observationnel, en utilisant la spectroscopie intégrale de champ et l'usage des Fabry-Perot, ce qui à l'époque était quand même une technique que peu d'astronomes utilisaient encore. Très peu. Voilà, eh bien je te laisse parler. Merci. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Écoutez, donc, je vais entamer de vous présenter, essayer de vous présenter en une petite heure, on m'a dit, le télescope optique géant pour l'Europe, le ELT. Bon, ça c'est un acronyme qui est un acronyme anglais, European Extremely Large Telescope. Et en fait, le E ici est extrêmement pratique parce que ça peut vouloir dire aussi le télescope de l'ESO. L'ESO en passant, parce que je ne reviendrai pas dessus, c'est fondamentalement un organisme qui a été international, qui a été fondé par traité entre un certain nombre d'États européens, la plupart des grands États européens. L'Espagne est probablement le dernier des grands États européens qui n'est pas encore membre et qui est actuellement, l'accession devrait être signée, on l'espère, dans les prochains mois. Et à ce moment-là, l'ESO représentera, donc on l'espère à la fin de l'année, quelque chose comme 95% du pouvoir d'achat de l'astronomie européenne. Donc quand je parlerai des télescopes et de la possibilité de les financer, l'astronomie ne finance pas qu'un télescope géant, mais en tout cas en ce qui concerne ce télescope, ça correspond au pouvoir d'achat de l'Europe. Ce que vous voyez ici, entre parenthèses, mais je reviendrai dessus, c'est l'état actuel de définition du projet, qui est, comme vous voyez, un état qui est déjà relativement avancé. Alors, il faut une table des matières, donc je vais essayer de vous parler rapidement de pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, où on va le mettre, quand on
espère pouvoir le faire, qui va le faire, avec qui pour aider. Et je n'ai pas inventé ce concept, ça sort en fait d'un extrait du manuel d'enquête criminelle de l'Empire romain au IIe siècle après notre ère. Donc, je vais essayer de traiter au fur et à mesure tous ces points, l'un après l'autre. Les buts scientifiques majeurs, ça va être extrêmement court. Les buts scientifiques d'un ELT ont en fait été étudiés au cours des années par quelque chose comme un peu plus de 120 astronomes européens. Donc ce n'est pas une activité interne dans les eaux, c'est une activité à l'intérieur de la communauté. Et ici, je vais me contenter de vous introduire les points les plus importants. Alors très rapidement avant, mais vous savez sans doute tout ça par cœur, donc je peux être très rapide. Je vous présente la scène du crime, le Big Bang. Donc on est ici. Bon, ici, excusez-moi, c'est une diapositive en anglais. Je n'ai pas eu le temps de la modifier. Donc ça présente en gros les grands phénomènes dont on pense qu'ils se sont passés. Donc il y a tout ce début qui est en un sens, pour l'instant, relativement insaisissable, mais qu'on peut appréhender par les vestiges qu'il a laissés dans le reste de l'univers, dans l'univers qui est accessible, les fluctuations quantiques de départ avec l'inflation, qui ont créé une première lumière visible, j'y reviendrai, qui est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir cosmologique, quand l'univers avait à peu près 400 000 ans. Et puis si on va en sens inverse, c'est-à-dire qu'on remonte avec des télescopes, quand j'étais encore plus jeune, on remontait à peu près ici, c'était pas très loin. Et puis il y a eu des améliorations absolument énormes et actuellement on commence à buter ici aux premiers milliards d'années d'existence de l'univers quand les premières galaxies et les premières étoiles se sont formées, et nous ne savons pas actuellement si c'est les premières galaxies qui se sont formées ou les premières étoiles qui se sont formées. Donc voilà en gros le paradigme, si vous voulez, le paysage dans lequel un télescope qui est ici regarde. Il regarde dans le passé et dans la distance sur 13,7 milliards d'années. Et pour un télescope géant optique infrarouge comme celui-là, l'un de ses buts est d'arriver aussi près que possible aux premières lumières pour lui, c'est-à-dire au moment où les premières étoiles et les premières galaxies se sont formées. Alors en fait, nous avons défini récemment 3 buts scientifiques majeurs que je vais vous présenter maintenant, rapidement, mais je vous préviens tout de suite, si l'on en juge, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire vraiment une diapositive qui soit consacrée à ça. Mais si on regarde les thèmes scientifiques majeurs avec lesquels les télescopes ont été faits dans le passé, le 3 mètres 60 de l'ESO, le 3 mètres 60 de la CFH, et qu'on regarde maintenant quels sont les apports scientifiques majeurs que ces télescopes ont faits, eh bien c'est extrêmement simple, il n'y a absolument aucun point commun. Donc ça sera pareil, c'est-à-dire que ce télescope, en fait, quand il existera, il fera une science qui sera pour le moment complètement différente. Néanmoins, nous voyons actuellement trois thèmes majeurs. Alors le premier, c'est de comprendre comment les structures complexes ont émergé dans l'univers. Alors qu'il existe des structures complexes se comprend tout de suite à la suite de cette image, mais il faut peut-être une petite seconde pour expliquer exactement, au moins pour certains, ce qu'est cette image. C'est en fait un relevé qui a été fait en Australie et qui présente sur une fraction assez importante du ciel, vous voyez des heures ici, enfin des cercles, donc vous voyez deux tranches du ciel, une en été, une en hiver, et sur cette tranche ont été placées les 72 000 galaxies jusqu'à une certaine brillance intrinsèque. Donc vous avez en un sens les 72 000 galaxies intrinsèquement, pas à cause de la distance, intrinsèquement les plus brillantes dans le ciel. Leur position est connue, bien sûr, sur le ciel, et la distance qui est ici en milliards d'années, 0,5 milliard d'années, 1 milliard, 1,5 milliard, donc c'est une tranche de l'univers relativement proche, hein. Je vous rappelle un univers de 13,7 milliards d'années, donc c'est une toute petite partie, hein, une petite tranche qui a une certaine épaisseur, hein, je ne me souviens plus quelle épaisseur.
Et donc, les galaxies ont été placées parce que chacune des 72 000 galaxies a une vitesse radiale qui a été mesurée. Et avec la loi de Hubble, simplement, les galaxies ont été placées. Et comme vous voyez, ça donne des structures en bulles qui sont extrêmement prononcées. Il y a des parties vides et il y a des parties dans lesquelles il y a énormément de galaxies. Donc actuellement, on est dans un univers qui est structuré, avec des variations de densité d'un facteur 10 aisément, dans un sens extrêmement large. Hein. Un point, ou c'est même pas un point, enfin un point ici, même pas, représente une galaxie entière. Et en moyenne, en fait, un nombre nettement plus grand qu'un. Vous avez 72 000 objets qui ont été reportés ici. Alors que, quand on regarde l'univers quand il avait 400 000 ans, il était extrêmement uniforme. Alors ça, c'est une carte de température du corps noir cosmologique, hein, fait avec le satellite WMAP. Alors ça n'a pas l'air très uniforme vu comme ça. Il y a des régions plus chaudes qui sont rouges et des régions plus froides qui sont bleues. Mais le point essentiel qui n'est pas marqué là, c'est que le contraste en densité, c'est à peu près la même chose, ou en température, c'est la température qui est mesurée, mais en densité, entre la partie rouge et la partie noire, est quelque chose comme 200 millièmes. Donc 2 fois sur 100 000. Tandis que maintenant, on en est à des variations à très grande échelle qui sont facilement d'un facteur 10. Donc il y a eu une amplification absolument énorme. Alors cette amplification a été en fait reproduite sur un ordinateur, pas sur un très gros ordinateur. C'est la simulation du millénium. Donc on met les ingrédients qu'il faut, c'est-à-dire en gros la masse qu'il faut, pour, à partir de ces fluctuations extrêmement faibles, 2 sur 100 000, et puis on fait évoluer dans le temps à partir pratiquement du corps noir, enfin pas très loin, on fait évoluer dans le temps sous la gravitation et on regarde ce que ça fait. Et en fait, on ne regarde pas ce que ça fait. On change la recette de départ du plat pour arriver à ce qu'on observe actuellement. Donc voilà, on va suivre au milieu des années. Cette fois-ci, j'ai oublié de retenir par cœur, mais l'univers doit avoir quelque chose comme 3 milliards d'années ici. Et puis ensuite, il n'en a plus que 1,5. Et puis ensuite, on arrive à l'univers actuel. Et on a une magnifique structure. En fait, si on regarde statistiquement, ces structures sont fondamentalement identiques. Donc, pourquoi diable est-ce que ce point se trouve dans un des thèmes majeurs pour un ELT éventuellement dans 10 ans, dans 10-15 ans, alors que le problème est complètement résolu, puisqu'on est arrivé à reproduire, en fait, l'univers tel qu'il est actuellement, ben c'est parce qu'il y a un petit problème qui est bien connu, que vous connaissez sûrement, mais enfin je le dis rapidement, qui est le suivant, c'est que la recette pour arriver à faire ça, c'est d'utiliser les 4% d'atomes de l'univers qu'on connaît. Seulement, voilà, c'est pas assez. Alors, il faut encore rajouter 23% de la masse dans une matière noire dont on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas qui n'est pas des atomes. Et puis, comme ça ne suffit pas, il faut rajouter une énergie noire dont on n'a aucune idée de ce que ça peut être, ou plutôt, les idées intéressantes qu'ont les physiciens à ce sujet, c'est essentiellement que ça ne devrait pas exister. Donc, on a complètement compris l'univers à partir d'une matière qu'on ne connaît pas et à partir d'une énergie qu'on ne comprend pas. C'est donc dire que le thème risque seulement, hein, d'être encore un thème important dans lequel un LT pourrait apporter quelque chose. Il y a un second point, un petit peu connexe, mais quand même différent, et qui est que c'est relativement récemment que, en fait, aussi bien les astronomes que les physiciens se sont rendus compte que pour les prochaines énigmes de la physique au sens fondamental, c'est-à-dire comprendre les lois physiques à l'échelle de Planck, 10-33 cm, eh bien, en fait, l'astrophysique était un laboratoire qui était peut-être même le meilleur laboratoire possible. Alors, je ne vais pas traiter, d'abord parce que je n'y connais pas grand-chose, je sors juste ça fait un mois, mais d'une réunion d'une semaine à Berlin où justement les physiciens discutaient l'échelle de Planck, la grande unification, etc.
Il voit l'univers avec une espèce d'écume à l'échelle justement de 10 moins 33 cm. Et ce qu'il y a de remarquable, ce qu'offre l'astronomie, c'est qu'en fait, quand on regarde par exemple à partir d'un télescope un quasar à une distance assez considérable, disons à quelque chose comme 3 milliards d'années dans le passé, on a la lumière qui est venue du quasar a traversé une proportion d'espace absolument gigantesque. Donc même si les effets de l'échelle de Planck sont minuscules, ils peuvent se cumuler sur des distances absolument gigantesques. Et c'est en ça que le laboratoire astrophysique peut être important. Et c'est... Alors donc, à partir de ce moment-là, ce quasar, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il traverse du gaz, là, des nuages de gaz qui se trouvent entre nous et le quasar. Et ce nuage de gaz donne dans un spectre du quasar, un spectre à haute résolution, des raies extrêmement fines. Alors, bon, vous savez sans doute complètement, enfin, je rappelle quand même que ce qu'on fait à partir de là, c'est un spectre. Ce que vous voyez ici est effectivement un spectre, c'est-à-dire que le bleu commence ici, et donc les spectres qui feraient plusieurs mètres de long ont été découpés optiquement en morceaux et recollés sur un détecteur. Le détecteur, c'est simplement un CCD comme ceux que nous avons tous dans notre caméra, un petit peu plus efficace, mais simplement d'un facteur 2. Et donc, sur ce CCD se trouvent toutes ces raies extrêmement fines. Ces raies, on peut donc mesurer leur position, et on s'aperçoit que si on mesure leur position suffisamment précisément, on peut repérer, essayer de détecter si les constantes fondamentales de la physique varient, parce que les constantes fondamentales de la physique dictent l'emplacement où se trouvent ces raies. On pourra peut-être voir qu'un objet comme un quasar a changé de vitesse si on l'observe un jour avec un ELT, si on l'observe 10 ans après avec un ELT, c'est-à-dire voir directement pour la première fois l'expansion de l'univers comme un phénomène dynamique. Le problème, c'est que pour le faire, il faut mesurer la position moyenne de l'ensemble de ces raies. Ça aide, avec une précision qui est supérieure à celle de la taille d'un atome de silicium sur le détecteur en question. C'est donc un problème intéressant. Ça demande beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'il faut un ELT et c'est un des thèmes majeurs. Comme j'ai oublié de faire une diapositive à ce sujet et que je vais vous parler des exoplanètes bientôt, entre parenthèses, le même instrument, s'il est capable d'atteindre ce genre de précision, serait en principe capable de détecter des exoplanètes de la masse de la Terre, d'autres terres. Les exoplanètes, justement. Alors, actuellement, ça change sans arrêt, donc je m'excuse, cette diapositive, je l'ai faite en juillet, donc maintenant il y en a plus. En détection indirecte, c'est-à-dire justement à partir des variations de vitesse, il y a à peu près 190 systèmes qui ont été détectés. Et vous avez ici un dessin d'un de ces systèmes, c'est-à-dire qu'à partir des vitesses radiales, on remonte aux masses et aux distances de ces planètes et on peut faire un dessin, mais on ne les voit pas. Et sur ces 190, il y en a 4 qui ont eu quelque chose comme une détection directe, dont 2 ont eu des images. Et vous voyez ici la première image, faite à l'ESO d'ailleurs, par une équipe française d'ailleurs, et qui est d'une planète autour de son étoile. Alors pourquoi est-ce que ça a été possible ? Ça a été possible parce que la planète est relativement grosse, quelque chose comme la masse de Jupiter, mais surtout l'étoile est une étoile extraordinairement faible. C'est une naine brune qui est excessivement faible. L'un des buts avec les ELT, ça sera d'arriver à imager directement un Jupiter autour d'un Soleil, c'est-à-dire un Jupiter qui serait autour d'une étoile aussi brillante que le Soleil et qui serait à la même distance que Jupiter et du Soleil, l'équivalent de Jupiter autour de l'équivalent du Soleil. Il est possible
mais pas sûr qu'on puisse imaginer des sous-Jupiter, des Neptunes, voire des Uranus. Détecter des terres, les imager, non, pas encore. Ça sera pour 2050 ou plus. Mais il semble bien, c'est une des détections indirectes, qu'il puisse exister des super-terres. Et à ce niveau, il est possible qu'on puisse arriver même à les imager. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les vitesses radiales, on devrait arriver, là, la détection indirecte, on devrait arriver pratiquement à détecter une Terre. On n'y arrivera probablement pas pour une raison stupide, c'est qu'il faudrait une étoile qui soit extraordinairement stable. Les étoiles bougent, elles ont de la convection, elles ont des mouvements, et c'est ce bruit dû à la respiration de l'étoile qui risque de cacher le signal extrêmement faible dû à une Terre. Bon, alors il ne faut pas oublier qu'un ELT, je m'excuse, ça s'appelle comme ça, un Extremely Large Telescope, un télescope extrêmement grand, un télescope géant, disons en français, va vivre dans un paysage où il y a d'autres équipements astronomiques de très grande performance. Donc un des points importants du programme scientifique d'instruments comme ceci, c'est de bien repérer ces points forts et surtout les points où les deux se complémentent pour donner plus que la somme des deux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc un exemple extrêmement simple, c'est qu'actuellement l'ensemble du monde, en fait, enfin du monde occidental, disons, c'est-à-dire le continent nord-américain, ça veut dire les États-Unis et le Canada, l'Europe occidentale et le Japon, sont en train de construire ALMA, qui est un réseau de radiotélescopes dans le désert de l'Atacama. Et ALMA est essentiellement un instrument radiomillimétrique qui va regarder l'univers froid, tout ce qui est froid, les nuages de gaz froid avant qu'ils forment des étoiles, par exemple, tandis qu'un ELT va regarder les étoiles qui sont formées et la partie chaude. Donc ils se complémentent naturellement. Et de la même façon, et chaque fois différemment, il y a une complémentarité entre Gaia, qui va être lancée en 2011, qui est un satellite dans ce cas-là, pour le suivi des étoiles. Entre parenthèses ici, quand j'ai mis ALMA et LOFAR, LOFAR est le précurseur de SKA, dont vous entendrez sans doute parler. Donc c'est pareil. Le James Webb Space Telescope, un télescope de 6,50 m, infrarouge proche et infrarouge moyen, sera lancé aux alentours de 2015. Et là aussi, il y aura un travail absolument énorme. À partir d'un raisonnement tout bête, d'ailleurs. Le James Webb Space Telescope sera un télescope de 6,50 m de diamètre, et étant en dehors de l'atmosphère, étant refroidi naturellement parce qu'il est situé au point de Lagrange à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il sera imbattable pour imager les objets les plus faibles. Un ELT avec une surface bien plus importante, un facteur 25 à peu près, sera capable de prendre ces objets et d'en faire un spectre. Et donc, ça sera un complément naturel, de la même façon que beaucoup d'objets du Hubble, qui ont été imagés et trouvés extrêmement importants à partir de ces imageries avec le Hubble, ont eu un spectre qui a été fait essentiellement avec le Keck, et maintenant avec le VLT. Et puis, Zeus et Darwin, qui seront lancés après 2015, sans doute bien après 2015, vont aussi apporter des sources qui vont être importantes pour suivre avec un ELT. Bon, alors pour faire tout ça et bien plus, qu'est-ce qu'en fait on veut faire? Alors là, je reviens un petit peu en arrière, en fait, en 1610. Pourquoi est-ce qu'on fait des télescopes, en fait? Et d'ailleurs, cette question a été extrêmement discutée à l'ère de Galilée. Ça paraissait absolument pas évident. Pourquoi on utiliserait des télescopes alors que l'œil était si bien? Alors, fondamentalement, on demande deux choses à un télescope. On lui demande de collecter plus de lumière que l'œil.
Et on lui demande d'obtenir des images plus fines. Donc, quand Galilée a fait ses lunettes, c'est en fait ça qu'il a obtenu. Par exemple, voilà une des premières observations, c'est le cahier, hein, c'est une photocopie du cahier d'observation de Galilée en 1610, et on voit les dessins des satellites de Jupiter qui ont joué un rôle extrêmement grand pour arriver à faire passer le système de Copernic, l'idée que la Terre tournait autour du Soleil, et non pas le contraire, et que l'ensemble des planètes tournaient autour du Soleil, par un exemple évident où on voyait une grosse planète, Jupiter, et ces petits satellites qui tournaient autour. C'était un exemple vivant qui montrait que les systèmes existaient. Et là, le gain était un gain de flux essentiellement, c'est-à-dire que son télescope avait 26 mm de diamètre, donc le gain en flux était en principe de 26/6, c'est le diamètre de la pupille de l'œil la nuit, au carré, ça fait 18, mais comme le télescope de Galilée avait une qualité optique qui était quand même extrêmement mauvaise, le gain réel était en fait de l'ordre de 6. Et puis, un gain en finesse d'image, qui lui aussi est le carré, ça joue aussi au carré, 26/6 au carré, la limite de diffraction est plus importante, et c'est comme ça que Galilée a pu observer à l'œil que Vénus avait des phases. Ce qui a joué également un rôle extrêmement important pour montrer que c'était une planète dont l'orbite était située à l'intérieur plus interne par rapport au Soleil que la Terre, et qu'il tournait autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Alors évidemment, ce n'est pas une photo qu'a fait Galilée ici, c'est une photo qui a été refaite récemment en utilisant un de ses télescopes, en fait. Et c'est ça qui a sous-tendu collecter plus de flux, avoir une finesse d'image plus grande, qui a sous-tendu l'augmentation de diamètre de télescope avec le temps, partant des 26 mm de Galilée en 1610 et arrivant au Keck, au VLT, avec des diamètres de l'ordre de 8 mètres et de 10 mètres respectivement. 8 mètres pour le VLT et 10 mètres pour le Keck. Alors, comment est-ce que ça a été fait ? Vous avez ici très rapidement 300 ans à peu près de développement de la première famille, les lunettes, la lunette de Galilée ici, 26 mm. Celle-là était à peine plus grande, 32 mm, mais c'est la première lunette achromatique, 1760 à peu près. Ça veut dire fondamentalement que les images, brusquement, ont été bien meilleures, nettement meilleures. Et c'est arrivé à l'apogée des lunettes, 1900 à peu près, la grande lunette de Lick, 1 mètre de diamètre, qui a eu une production astrophysique phénoménale, et la lunette de Yerkes, 1,20 m, faite une quinzaine d'années après, et qui a eu une production astronomique très faible. C'est qu'entre-temps, les télescopes à miroir avaient finalement gagné. Entre parenthèses, si actuellement on se posait la question, on voudrait faire une lunette. On dit non, finalement, les lunettes c'est mieux. Et c'est vrai que les lunettes ont donné de meilleures images pendant très longtemps. Elles ont donné de meilleures images essentiellement à cause de ce tube extrêmement long qui est fermé au bout, puisqu'il y a l'objectif de la lunette au bout, et par conséquent une zone où l'air est extrêmement calme. Si on voulait faire actuellement une lunette achromatique qui soit un record du monde, on arriverait à peu près à 1,40 m, 100 ans après. Pour les miroirs, c'est différent. Alors voilà aussi une lignée extrêmement rapide. Le télescope de Newton, le premier, pas plus grand, en fait à peine plus grand que la première lunette de Galilée, 150 ans après. Dès 1810, il y avait déjà des géants. C'était le télescope de 1,20 m de Herschel, mais donnant des images qui étaient mauvaises. Foucault a fait brusquement un bond dans la qualité avec le premier miroir en verre, c'était des miroirs en bronze. Donc les miroirs sont devenus efficaces, pas parce que le verre réfléchit bien sûr, mais parce qu'en même temps il avait inventé l'idée de mettre une couche mince d'un métal, de l'argent à l'époque,
de l'aluminium maintenant, et aussi parce qu'il avait trouvé enfin une méthode pour contrôler avec précision la qualité d'image d'un miroir, la méthode de Foucaultage qui n'est plus utilisée pour analyser une image, mais c'était un bouleversement considérable. Et c'est vers 1920 que les télescopes ont finalement gagné avec le télescope à miroir, avec le télescope de 2,50 m du Mont Wilson. Vous voyez encore un télescope beaucoup moins fin que la lunette de 1,20 m ici. En fait, il est légèrement moins long que cette lunette. Et c'est très important parce que la longueur, d'une part, conditionne le coût. Le coût de la coupole est quelque chose comme le cube du diamètre, ou pas loin. Et donc, ça correspond à des différences considérables au point du coût. Et les flexions aussi, qui varient comme le cube, et donc qui correspond aussi à des flexions beaucoup moins grandes. Donc, le passage de ces formes élégantes à ces formes qui ne le sont pas est en fait un progrès important. Il n'était pas possible de continuer à faire des télescopes classiques plus grands que 2,50 m. Et quand le Palomar est rentré en service en 1900, il est entré en service quand le Palomar? En 1946, je crois. En 1946, après plus de 20 ans de développement, il comprenait en fait une quantité considérable, il faudrait presque une conférence en fait, d'inventions pour arriver à faire un télescope de 5 mètres. Si vous regardez, ce télescope c'est assez difficile à voir, mais il est encore plus trapu que le télescope précédent. En fait, sa coupole est à peine plus grande que la coupole du 2,50 m et pourtant il fait 5 mètres. C'est parce que, alors que le 2,50 m était basé sur l'idée de la force brute, c'est-à-dire qu'on fait un télescope qui ne fléchit pas. À 5 mètres, ce n'était pas possible. En fait, les ingénieurs de l'époque se sont rapidement rendus compte que s'ils augmentaient la masse pour que ça fléchisse moins, la masse était tellement importante que ça fléchissait plus, il fallait rajouter de la masse pour que ça fléchisse moins, et finalement le télescope s'effondrait. Donc ça ne menait nulle part. Et donc ils ont inventé quelque chose d'extrêmement ingénieux, qui est toujours utilisé d'ailleurs, et qui est l'optique passive. Alors je vais vous donner un seul exemple. Cet ensemble tourne autour de ce fer à cheval-là. Pour qu'il tourne en compensant exactement le mouvement de rotation de la Terre, il tourne autour de l'axe de rotation de la Terre ici, il faut qu'il tourne sur un cercle parfait. Enfin, parfait avec une précision élevée, avec une précision qui ici est de l'ordre du centième de millimètre. Il n'est simplement pas possible de faire un fer à cheval, surtout un fer à cheval qui est ouvert. Il est ouvert pour permettre au télescope d'observer la plus grande partie du ciel. Il est impossible de faire un fer à cheval qui soit assez rigide. C'est même impossible maintenant. Donc, ce fer à cheval a une forme qui n'est pas du tout un cercle ici, c'est une ellipse, et quand il tourne, il se déforme localement, donc ça se déforme, c'est du caoutchouc si vous voulez, il se déforme localement pour que ça soit toujours le même cercle. Donc à tout moment, la partie qui est en contact ici, qui définit l'axe de rotation sur des paliers à huile, une autre invention d'ailleurs de l'époque pour ce télescope, c'est toujours exactement le même cercle. De la même façon, lorsque le télescope bouge comme ceci, le miroir secondaire ici se déplace par rapport au miroir primaire parce que les tringles qui sont là, ça ne s'appelle pas des tringles, les structures qui sont là ne peuvent pas être assez rigides, et c'est calculé de telle sorte que les deux, le primaire et le secondaire, se déplacent exactement de la même quantité, dans la même direction, en restant parallèles. Ça s'appelle un serrurier, parce que la personne qui a inventé ça s'appelait M. Serrurier, un Français qui avait immigré aux États-Unis, enfin dont la famille avait immigré aux États-Unis. Et il y a un tas d'inventions comme ça, mais lorsque l'ESO s'est posé la question de fabriquer un télescope de 8 mètres, il était clair que l'optique passive ne permettait pas. C'est-à-dire qu'on retombait devant une impossibilité. Pour faire un télescope dont le prix ne soit pas effroyable, il fallait faire un télescope qui soit encore plus trapu, encore plus court, et à ce moment-là, l'optique passive était incapable d'assurer la qualité d'image. Donc,
Le problème a été résolu par Ray Wilson, un ingénieur de l'ESO qui a inventé l'optique active. Donc le problème était le suivant, comme j'ai dit, pour arriver à faire un télescope qui tienne, si j'ose dire, il fallait faire un miroir qui soit très mince. Le miroir du VLT est excessivement mince, une quinzaine de centimètres pour 8 mètres de diamètre. Il fallait qu'il soit court, c'est-à-dire qu'il ait une focale extrêmement courte. Et la coupole de ce télescope que vous voyez ici est en fait une coupole qui est plus petite que celle du Palomar, donc moins chère. Mais tout ça posait un problème, c'est qu'il fallait réaliser c'est que le miroir, quand le télescope se déplace, va se déformer complètement, et en plus, le miroir primaire et le miroir secondaire vont se décentrer complètement, latéralement, ce qui fait de la coma, et en distance, ce qui veut dire qu'on n'est pas au point. Ray Wilson a inventé l'optique active. Alors, ça marche comme ça. En fait, à tout moment, le télescope est dirigé sur le ciel. Donc, il y a quelque part dans la région du ciel une étoile. Cette étoile arrive ici sur quelque chose qui mesure les aberrations, c'est-à-dire le fait que le télescope ne soit pas parfait. Ça prend une trentaine de secondes pour mesurer, non pas parce que l'électronique est lente, mais c'est parce que la turbulence de l'atmosphère montre des aberrations qui varient avec le temps. Mais en une trentaine de secondes, ça se moyenne, et on n'a plus que les aberrations qui sont dues au télescope lui-même. Donc, au bout d'une trentaine de secondes, il y a des ordres qui sont envoyés à un ordinateur. Il y a un ordinateur qui a reçu la mesure et qui, à partir de là, déduit comment appuyer sur 270 actuateurs qui poussent ou qui tirent sur le miroir pour le déformer. Et puis, il y a un signal qui dit « Ah, attention, c'est décentré », et le miroir secondaire bouge pour se recentrer. Et puis, il y a un signal qui dit « Attention, c'est pas au foyer », et le miroir secondaire bouge légèrement dans ce sens-là pour avoir un foyer. Alors, comment ça marche? Donc, en fait, avec le VLT, les miroirs sont déformés, le miroir primaire est déformé, et les deux miroirs sont recentrés 1000 fois par nuit, toutes les nuits. Donc, les télescopes en question ont déjà eu plusieurs millions de fois une correction, avec un taux de fiabilité de 99,99999%. Il y a eu quand même une centaine d'incidents. Et puis, au tour suivant, ça recommence. Alors, vous avez ici des images faites effectivement avec le VLT sur le ciel. On a enlevé les corrections, laissé le télescope se mettre sur ces trois supports, le miroir, et on se retrouve avec une magnifique aberration en triangle. Ça, c'est une image de l'étoile faite. Le système d'optique active se met en marche. Il fait une boucle, c'est-à-dire il mesure, 30 secondes. Il fait une correction. Cette fois-là, ça n'a pas été terrible. C'est un peu plus petit, mais vous voyez, c'est quand même un peu mieux, mais ce n'est pas terrible. Donc, une seconde boucle, puisque de toute façon, il le fait en permanence. Et hop, on a une étoile qui fait une demi-seconde d'arc ici, à partir d'une minute d'arc ici. Et puis c'est pareil pour le foyer. On a pris un cas où l'aberration principale était le foyer, ce n'était pas au foyer. Une boucle de contrôle et on se retrouve là. Une deuxième boucle et on se retrouve ici. Donc en pratique, chaque fois que le télescope pointe à une autre région du ciel, une minute après, on se retrouve avec un nouveau télescope centré. Et je ne résiste pas, parce qu'il faut faire de la pub quand même, à vous présenter vous savez, tout télescope a une image qui est la meilleure image jamais faite avec un télescope. Bon. Donc, ne dérogeons pas. Voilà une image qui a été faite dans le rouge, en lumière rouge, avec le VLT. C'est une étoile d'une naine brune d'une étoile et d'un compagnon qui est une naine brune. Et la qualité d'image ici était de 0 seconde 18. Mais ceci étant, il ne faut pas s'imaginer. 0 seconde 18, c'est une fois sur 1000 au Paranal. C'était l'image, la meilleure image, et cette image a été faite il y a 7 ans et n'a plus jamais été refaite. Les images
sont plutôt, et c'est important pour la suite de la présentation, les images sur les meilleurs sites astronomiques du monde sont plutôt des images de 0 seconde 6, 0 seconde 7, 0 seconde 8, en moyenne. En moyenne. Et pendant ce temps-là, Jerry Nelson inventait l'optique active segmentée. Le problème des télescopes de 8 mètres de l'ESO, c'est qu'on ne peut pas faire plus grand. Pratiquement. Le plus grand télescope monolithique avec un miroir comme ça fait 8 mètres 40, c'est le télescope de Subaru, et il est hors de question de faire plus. D'abord parce que ça ne marcherait pas. De nouveau, on se retrouverait avec un télescope qui ne marcherait pas. Et puis, de toute façon, le miroir, on ne pourrait même pas l'acheminer sur son lieu. Pour les télescopes, ils font 8 mètres 15 en fait. Les miroirs de 8 mètres 15 de l'ESO, il a fallu élargir des routes et élargir un pont. Passer à travers la cité d'Antofagasta avec une nuée de motards dans une ville où la circulation était devenue interdite. Fabriquer les miroirs à 50 mètres d'un canal de façon à pouvoir les charger sur un chaland. Enfin bon. Donc c'est strictement impossible et de toute façon l'industrie ne le ferait pas. Donc Jerry Nelson a inventé une méthode avec laquelle il a fait immédiatement un télescope de 10 mètres, puis un second, les télescopes Keck, qui permet en principe de faire des télescopes beaucoup plus grands. Alors le principe, enfin, si on peut dire simple, on fabrique le miroir de 10 mètres dans ce cas-là, à partir d'une mosaïque de miroirs de 2 mètres. C'était des miroirs qui faisaient 2 mètres. Ils peuvent être plus petits, ils peuvent être plus grands. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'ici, on met des senseurs et des actuateurs. Les senseurs, ça mesure, les actuateurs, ça bouge. Et donc, ces senseurs et ces actuateurs mettent les miroirs en phase les uns après les autres avec une précision de l'ordre d'une centaine de nanomètres. Le nanomètre, c'est le millionième de millimètre. Et pour un ELT, on aura besoin d'une dizaine de nanomètres, mais en fait, ce genre d'outil existe actuellement. Et à partir de là, on fabrique un télescope qui peut à nouveau être un télescope extrêmement trapu et dont la taille n'est pas limitée à 10 mètres. Même si actuellement le plus grand est en cours de fin de construction, qui est le télescope GTC aux Canaries, fait 10 mètres 95. Donc la limite pratique et commerciale, ce qui est tout aussi important, industrielle si vous préférez, de 8 mètres 40 est résolue par cette technique. Et donc on peut faire même une forme qui soit en principe super carrée, c'est-à-dire un télescope qui soit plus grand, qui soit plus gros qu'il n'est haut. Donc je résume 350 ans d'histoire. Hevelius, en 1640 à peu près, avait construit un télescope, une lunette, un télescope de 42 mm de diamètre, c'est la surface collectrice, et de 46 mètres de long. Vous le voyez ici, sur une gravure de l'époque. Et ce que nous contemplons pour l'Europe, c'est un télescope de 42 mètres de diamètre, ici, et de 46 mètres de long. Donc finalement, en 350 ans, on a conservé la distance. Seulement voilà, le problème, c'est qu'il faut maintenant discuter le problème de la qualité d'image. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un télescope, alors je caricature, hein, c'est-à-dire qu'entre les deux extrêmes que je vais vous présenter, il y aura n'importe quoi. Un télescope, il peut être en mode de collecter de la lumière, hein, c'est la qualité flux. Alors, pour faire ça, quand on a un objet extrêmement faible, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tomber la lumière avec l'angle le plus grand possible sur le détecteur. En termes de la lunette de Galilée, on grossit le moins possible. Enfin, on grandit, plus exactement. On grandit le moins possible et on collecte la lumière venant d'une étoile, par exemple, sur la surface la plus petite possible sur le détecteur en ayant l'angle le plus grand ici. Et donc, c'est ce qui permet de faire les images et les spectres, spécialement les spectres des sources faibles. Alors, vous voyez ici un exemple. Voilà une galaxie avec un redshift extrêmement élevé. L'arrêt Lyman alpha ici se retrouve dans l'infrarouge, en fait. Et alors, ça marche comme ça. Vous avez une fente ici.
vous avez une fente, et la lumière qui passe à travers la fente est dispersée. Ces raies-là importantes, fortes que vous voyez ici, c'est parce que la fente est entièrement illuminée par le ciel nocturne, les émissions du radical OH qui se trouve à 90 km de haut. Mais entre le radical OH se trouvent des endroits beaucoup plus faibles, et vous voyez ici le tout petit signal ici qui est dû à la galaxie qui se trouve être tombée au centre de la fente ici. Alors, pour faire des spectres de ce genre-là, on prend donc finalement ce qu'on faisait. Enfin, à l'époque, on avait de vrais appareils photo où il fallait les manier à la main. Quand on était avec peu d'éclairage, on ouvrait l'appareil photo le plus ouvert possible. Bon, ben ça, c'est exactement ça. Ce genre de spectre est fait avec des rapports d'ouverture typiquement de f sur 1,4. Et bon, ben là, ça serait peut-être un peu trop long. Voilà un exemple où vous voyez non pas un spectre, mais 2048 spectres, desquels on a extrait une image d'une galaxie, et cette image est codée. Le rouge signifie que ça se rapproche de nous, le bleu signifie que ça s'éloigne de nous. Alors évidemment, cet objet qui est à un redshift de 2,38 s'éloigne de nous à une vitesse phénoménale, donc c'est les différences de vitesse. On met à 0 ici, c'est-à-dire on met en jaune au milieu de la galaxie et on regarde ce qui se passe. Alors ce n'est pas totalement évident, mais en fait ce qu'on voit, c'est une partie qui se rapproche de nous à 230 km/s ici, une partie qui s'éloigne à 230 km/s là-haut, et ça en fait une galaxie qui a la taille et la masse de la nôtre. C'est-à-dire qu'à cette époque où l'univers avait 3 milliards d'années, en fait, il existait des galaxies qui avaient la même taille que la nôtre. Ce qui a d'ailleurs été une surprise qui date d'il y a un mois. Alors, avec un 8-10 mètres, alors ça, c'est extrêmement simple. On fabrique un appareil qui est à f sur 1, f sur 1,4. On a des images qui, quand il fait bien beau, font à peu près 0,4. On met 2 éléments du détecteur sur l'image, 2 x 2, 4, et donc on a 0,2 d'image. Tout ça à f sur 1,4, tout marche bien. Donc on travaille sur les objets faibles avec des images naturelles, les images qui nous sont fournies par la turbulence, par le ciel. Avec un ELT, on va se retrouver avec un problème considérable. Parce que cette fois-ci, à f sur 1,4, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre 0,05 sur un pixel. Donc il faut qu'on parte avec des images qui soient, en fait, dans le rapport des diamètres, qui soient 4 fois meilleures. Donc un ELT va travailler la plupart du temps, au moins avec des images améliorées d'un facteur 4. Donc on se retrouve avec un problème, il faut qu'on améliore les images, ou alors qu'on trouve un site où les images soient 4 fois meilleures. Alors l'autre méthode, c'est de prendre les télescopes en mode d'imageur fin, c'est-à-dire d'aller à la limite. Donc là, je caricature un peu. On va à la limite, c'est la limite de diffraction. Donc on a un faisceau qui est extrêmement étroit, et c'est avec ça qu'on fait des images du genre de l'image ici, la première image d'une planète, en fait, autour de son étoile, où la qualité d'image ici est de 0,06, et donc, évidemment, ça n'est pas une image qui est limitée par l'atmosphère. Alors, très rapidement, je vous montre un petit peu quand même, parce que c'est joli, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, ce que vous voyez ici, il faut être honnête, n'est pas exactement une image, c'est un dessin qui a été fait à partir de centaines d'images qui ont été faites au cours de 15 ans. Donc des images limitées par la diffraction, et nous sommes dans le centre galactique où on pensait qu'il devait se cacher ici, à cet endroit-là où se trouve une source radio intense, un trou noir. Qu'en est-il ? C'est les étoiles qui sont autour qui vont répondre, si ça veut bien marcher. Alors vous voyez, les années défilent ici, vous voyez comment les étoiles se déplacent. Donc elles se déplacent là. Alors une vue un peu plus grande quand même, pour voir ce qui se passe. Voilà une étoile qui est passée loin. Voilà une étoile qui est passée très près, vous la voyez accélérer. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé une étoile qui tournait ici en accélérant au moment où elle passait à côté de ce point suspicieux là.
En fait, quand on regarde quantitativement, la vitesse à laquelle elle se déplace est inversement proportionnelle à la distance à ce point-là. C'est la première loi de Kepler. Elle s'est déplacée sur une ellipse, c'est la seconde loi de Kepler. Si on regarde les périodes de révolution de cette étoile-là qui est passée loin et celle-là qui est passée près, on s'aperçoit que les carrés des temps de révolution sont comme le cube des grands axes des orbites. C'est la troisième loi de Kepler. Inversement, alors ce n'est pas pour vérifier que la loi de Kepler est vraie, c'est inversement parce que ça veut dire ici il y a un point. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il y avait un point qui mettait une certaine gravitation. Très facile de calculer la gravitation. Ça correspond à une masse de 4,6 millions de masses solaires, qui est dans un volume qui est inférieur à un jour-lumière, c'est-à-dire d'un volume du genre du système solaire. Plus fort encore, voilà une image que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de voir en temps réel. Nous sommes toujours dans le centre galactique, toujours avec de l'optique adaptative, et ici se trouve la fameuse source en question, connue par ses coordonnées radio, et quand on a démarré la pause à Paranal, il n'y avait rien. Et puis voilà ce qui s'est passé en 20 minutes, je m'excuse, le film est un peu court. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une étoile qui s'est allumée ici pendant une dizaine de minutes. Je vais essayer de recommencer pour que vous la voyez à nouveau. Vous suivez la flèche et donc on voit cette étoile qui s'allume et qui s'éteint, en fait, en gros, en moyenne, une fois par jour. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on a eu un sursaut de 20 minutes. Donc, ce qui se passe dans moins de 20 minutes de temps de lumière, c'est-à-dire une unité astronomique à peu près. C'est, selon toute probabilité, un trou noir qui a tout simplement absorbé de la matière qui se trouvait autour. Donc, on voit simplement un effet du repas d'un trou noir. Et ce qui est important physiquement, c'est qu'à partir de la durée de ces sursauts, qui a en fait un certain nombre de composantes périodiques à l'intérieur, on peut commencer à savoir à quelle vitesse tourne le trou noir. Ce qui était un paramètre qui était complètement inconnu jusqu'à présent. Et en tout cas, ça montre avec pratiquement une certitude l'existence d'un trou noir. Ouh, je suis un peu long. Bon, alors, donc on a de la turbulence atmosphérique. La scène du désastre est ici. On a une galaxie qui a parcouru 8 milliards, pendant 8 milliards d'années, sa lumière est venue à nous. Pendant 8 milliards d'années, c'est une magnifique onde plane qui est arrivée jusqu'à nous. Et puis, plof, dans le dernier millième de seconde, elle rencontre l'atmosphère terrestre. Désastre, alors que cette image allait permettre de faire un point absolument minuscule, la limite de diffraction, 0 seconde 0,1, 1 centième de seconde d'arc avec un ELT, l'image devient abominable en rencontrant une couche de l'atmosphère ici, puis une seconde couche de l'atmosphère, puis une troisième couche d'ailleurs au niveau du télescope, et in fine, on obtient donc, alors après ça part ici dans un instrument, ça tombe sur ce miroir et vous voyez cette image abominable. Chacun de ces petits angles, si vous voulez, ici, va faire une image différente en quelque sorte, et donc on va avoir une image qui va être répugnante. Qu'à cela ne tienne, on prend une partie de la lumière, donc là voilà l'image, le front d'onde déformé, voilà le front d'onde déformé, le même, ça part sur quelque chose qui mesure ces déformations, qu'il envoie à un ordinateur, l'ordinateur calcule, tout ça en 1 millième de seconde, et il envoie sur ce miroir qui a la propriété de pouvoir se déformer, tout ça en 1 millième de seconde, et donc il se déforme, il prend maintenant une forme comme ça, de façon qu'ici, à la sortie, on ait une magnifique onde plane. Et le senseur va voir une magnifique onde plane. Alors il y aura quelques défauts, parce que ça ne sera pas parfait, donc le calculateur va voir qu'il y a un défaut, il va envoyer une correction ici, qui va corriger, qui va corriger, qui va corriger, qui va corriger. Et on a une optique adaptative, et c'est comme ça qu'on a fait les images que vous avez vues précédemment. Alors, dans la pratique, ça marche comme ça, hein, le résultat est comme ça. Voilà, on part d'une image répugnante, on ferme, et on a ça. On peut reprendre une fois encore. Non, ça n'a pas voulu, diable.
Seulement, voilà, le problème, c'est qu'en fait, on a un sacré problème. On a un sacré problème spécialement avec un ELT où, je vous le rappelle, on veut observer tout le temps, chaque nuit, en permanence, où que le télescope pointe. Le centre galactique, ça a été relativement facile. Il y a une étoile brillante pour arriver à faire cette correction. Parce que c'est bien joli de dire qu'on va faire une correction, mais il faut une étoile pour faire une correction. Donc, on veut observer en permanence avec de l'optique adaptative. Pas forcément à la limite de résolution, mais en permanence avec une optique adaptative. Seulement, voilà, on n'a pas assez d'étoiles naturelles. Et par conséquent, ce qu'on commence à faire, c'est des étoiles artificielles. Les étoiles artificielles, c'est essentiellement un faisceau laser qui va exciter une couche de sodium. C'est une couche là-haut qui se trouve à 92 km à peu près, qui est pas toujours permanente d'ailleurs. C'est les météorites en arrivant qui la remplissent, et qui permet d'avoir donc des étoiles ici. Il nous en faut plusieurs. Pourquoi est-ce qu'il en faut plusieurs? Il en faut plusieurs parce que quand le télescope regarde ici, il traverse une couche de l'atmosphère qui est ici. Quand il regarde là, il traverse une autre couche de l'atmosphère. Et cette couche n'a pas la même distorsion. Par conséquent, il faut plusieurs étoiles pour illuminer tout ça, d'autant plus qu'on illumine avec des cônes. 92 km, ça paraît haut, mais pour un télescope de 30 mètres, c'est tout près. Et par conséquent, non seulement il faut une étoile artificielle, mais il en faut plusieurs. Et en plus, elle n'est pas à l'infini. Donc en fait, les gros problèmes qu'on a, c'est que d'abord, l'optique adaptative, il faut la faire avec beaucoup plus de correction quand le miroir est grand. En fait, si l'atmosphère est bonne, disons qu'avec sur une distance comme ça, il faut mettre 3 ou 4 actionneurs, 3 ou 4 endroits où corriger. Si le télescope fait 30 mètres, il faut que chaque partie de 1 mètre ait ses 3 ou 4 actionneurs. 4 actionneurs que multiplie 30 mètres, ça fait 3600 actionneurs. Bon, et puis en plus, ce qui est terrible, c'est que plus on veut travailler à une longueur d'onde petite, et plus il faut en mettre. Parce que la turbulence, elle est toujours la même en valeur absolue, mais cette valeur absolue fait peu à 2 microns, fait 4 fois moins à 2 microns qu'à 0,5 microns. Les étoiles artificielles, on commence à savoir bien les faire, mais elles sont à distance finie, ça n'aide pas. Et puis en plus, horreur, le télescope, non seulement il doit corriger, mais il faut aussi que les images soient fixes. Et si vous faites des images à 1/100 de seconde d'arc, il faut fixer les images à 1/100 de seconde d'arc. Et les lasers ne donnent pas cette information. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, ils ne donnent aucune information. Donc il faut toujours une étoile naturelle pour résoudre ce qu'on appelle le type TIL, c'est-à-dire avoir un système d'étoiles qui ne bouge pas. Donc c'est pas rien. Ce qui nous amène au concept. Alors, voilà un schéma de ce que peut être un ELT avec son miroir ici primaire, son miroir secondaire ici, ses instruments ici, avec les systèmes d'optique adaptative ici. Et je vous mets très rapidement les principales difficultés. La première, c'est qu'il faut faire quelque chose comme 1000 m² de surface collectrice ultra précise. Ultra précise, c'est 10 nanomètres, si possible. 20 nanomètres au moins. Ça veut dire qu'il faut une production en série, parce que sinon le coût est insupportable. Il faut arriver à les phaser à 10 nanomètres près, il faut arriver à les aligner. Il faut mettre quelque part, soit là, ici dans ce cas, soit ici, un grand miroir déformable pour faire le premier niveau d'optique adaptative, qui permettent de travailler en tout point du ciel. Donc il faut apprendre à faire un miroir mince, 1 mm, de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de diamètre, et arriver à le commander sur des milliers d'actuateurs 2000 fois par seconde. Il faut faire des optiques adaptatives, et là, là, je ne partirai pas dedans parce que ça serait des heures et je suis déjà en retard, mais c'est pas rien. Des lasers, pendant qu'on y est, 4 au moins, 4-5. Et puis il faut faire des instruments qui sont chacun à eux seuls un monde,
avec de la cryogénie, des instruments qui sont refroidis, des instruments dans lesquels il y a des systèmes qui vont prendre des objets, une centaine d'objets par exemple, tout ça se déplaçant dans le vide à une température de moins 180 degrés, etc. Donc c'est un programme technologique qui est lourd. Alors pour cela, ce que nous avons actuellement, c'est un développement qui est tout azimut. Et nous, ce n'est pas les eaux seulement, loin de là. Nous, ça comprend Opticon, ça comprend l'ILT Design Study, dont je vais parler bientôt. Alors ça s'articule sur deux axes. Le premier, c'est un partenariat avec l'industrie, et un partenariat actuellement, c'est-à-dire avant que les concepts soient gelés. Nous allons typiquement vers une industrie. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ça serait quand même bien de faire les miroirs en carbure de silicium, c'est beaucoup plus léger. Donc on va à une industrie de carbure de silicium et on leur dit, voilà, vous pourriez nous faire des miroirs. Alors ce qu'on veut, c'est qu'ils soient très performants, on explique. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient légers, mais enfin bon, ils peuvent faire 10 kg par mètre carré, ils peuvent faire 50 kg par mètre carré. Bon. La réponse, ça a été non, pas 50 kg par mètre carré, parce que ça serait beaucoup trop cher. Le carbure de silicium, ça coûte un prix fou. Non. On va vous faire des miroirs allégés, et à 27 kg par mètre carré, le prix est minimum. Si vous voulez moins, par contre, c'est plus cher. Donc pour le spatial, on fait allégé, et c'est beaucoup plus cher, et vous, c'est 27. Donc le 27 vient de l'industrie, pas de nous, parce qu'on n'y connaît rien. Mais eux connaissent. Et puis, on construit des consortia de laboratoires et d'industries, d'ailleurs en même temps, qui font de la R&D amont, de la recherche et développement, avec un appui de la Commission, d'ailleurs, européenne, et qui développent des simulations, j'ai oublié ça, sur ordinateur, des composants, des prototypes, des bancs de tests, des pathfinders, c'est quoi en français? Ça veut dire qu'avant de faire un grand miroir déformable pour un ELT, on fait un grand miroir déformable pour le VLT. Qui est moins difficile, donc on sait qu'on sait maîtriser actuellement et qui permettra de voir les difficultés. Un galop d'essai en français. Donc j'illustre, voilà quels sont l'ensemble des laboratoires qui travaillent sur l'ILT Design Study. Ça comprend l'Observatoire de Paris ici. Et donc qui permettent d'étudier des composants divers, des prototypes divers, des bancs de tests divers. Je vous en présente un ici qui teste de l'optique captative. Et un Pathfinder, c'est un exemple, c'est justement le grand miroir déformable que nous sommes en train de construire pour le VLT. Et donc une des unités des 4 télescopes de 8 mètres va devenir un télescope optique captatif à 100%. Et donc un précurseur. Ça y est, c'est des précurseurs en français. Pathfinder, c'est précurseur. Alors où? Là, ça va être rapide. Quelque part sur la Terre. C'était simple autrefois. Le simple est en blanc. Ce qu'on a commencé à penser à faire pour le VLT est en orange. Et ce qui est nouveau est en rouge. Et donc, c'est effrayant. Donc, je n'ai pas le temps d'aller là-dedans. Tout y passe. La couverture nuageuse, y compris les traînées faites par les avions, qui sont un problème considérable. Et de plus en plus considérable, la transparence bien sûr, la noirceur du ciel, la valeur de la turbulence pour avoir de bonnes images, mais aussi sa vitesse et aussi sa structure verticale, l'environnement, la vapeur d'eau, la température, le vent, la séismicité et même les propriétés du sol, le coût d'accès, le coût des infrastructures et le coût de l'emploi, qui est quelque chose qui est important quand on fait une grande opération dans un pays. Et ô horreur, on commence à se préoccuper de savoir, quand on va dans un site et qui paraît bon, si ce site n'est pas en train de changer et qu'il ne sera pas bon. Donc on commence à s'inquiéter. On dirait que si l'humanité n'a à s'inquiéter que pour l'astronomie des changements climatiques globaux, ce n'est pas grave. Mais nous nous en inquiétons aussi. Alors voilà quelques-uns des sites que nous étudions. Roque de los Muchachos aux Canaries, c'est le site à 2400 mètres en Europe, ce qui est pas mal politiquement, spécialement vu de la Commission européenne. Et donc un site relativement facile, coût d'accès faible, mais une assez grosse couverture nuageuse, certainement. Un site un peu plus dur, Paranal, justement là où nous sommes installés actuellement. Donc il y a un tas de sites autour qui sont propices, très secs,
un site encore relativement facile d'accès, pas trop haut, typiquement 2400, 2700 mètres. Soyons un peu plus difficiles. Tola Grande en Argentine, vous avez ici la partie plate la plus longue du monde. C'est une salar. Et les montagnes qui se dressent ensuite. Donc nous sommes en Argentine, de l'autre côté des Andes, avec des montagnes qui culminent à 5200 mètres, et avec un ciel d'une sécheresse absolue, mais pas un site extrêmement facile d'accès. Enfin, le site n'est pas très difficile d'accès, parce qu'il y a un train, il y a une voie ferrée qui passe à proximité. Mais le site est difficile en opération, à près de 5000 mètres. Et le pire de tous, le dôme C en Antarctique, 3000 mètres de haut, mais en Antarctique, ça en vaut bien 5000. Une température... en fait, je vais vous le présenter là. Voilà, rapidement, les performances sur la transparence, la température, la vitesse du vent, la turbulence, la rapidité de la turbulence, la noirceur de la nuit, la quantité de vapeur d'eau. Tout ça lié à la qualité du site. Quand c'est excellent, c'est en rouge, pourpre. Quand c'est mauvais, c'est en bleu. Alors si on prend un site simple comme La Palma, c'est un site qui est pas mal homogène, en fait, quelque part au milieu, essentiellement. Il est quelque part par là. Si on prend l'Antarctique, il est fantastique, enfin, sauf peut-être sur la longueur de la nuit, seulement voilà, sur le coût de construction et d'opération, c'est effroyable. Donc en fait, notre problème, ça va être d'optimiser, c'est plus facile à dire qu'à faire, le rapport entre la performance et le coût. Pour prendre des choses, j'invente, hein, j'invente complètement, mais on va peut-être pouvoir mettre, par exemple, pour une quantité d'argent constante, un 42 mètres à La Palma, on va mettre un 30 mètres à Tola Grande et on va mettre un 10 mètres en Antarctique. Et ce 10 mètres aura des performances phénoménales par rapport à un 10 mètres. Le problème, ça sera d'optimiser la performance globale. Quand ma foi, on commence juste à attaquer le problème. Quand et quel coût? L'ordre de grandeur du coût, c'est 650 millions d'euros. Mais c'est un ordre de grandeur. Hein, refuse d'être cité. Et ça dépend entièrement, comme je viens de le dire, de la combinaison entre le diamètre et le site. Un diamètre de 42 mètres, probablement le maximum que nous envisageons maintenant. Dans un site très bon, ça pourrait peut-être, non pas très bon, dans un site très bon marché, ce serait probablement possible. Dans un site élevé, je ne parle même pas de l'Antarctique, forget, enfin, oubliez. Alors, la plupart, ces chiffres découlent en parenthèse d'études industrielles qui sont faites en compétition. On ne demande pas à un seul, ça serait trop facile. Mais ces études ne sont pas terminées, c'est pour ça que c'est vraiment un ordre de grandeur. Et puis, ce qu'on voit, c'est que certes, on serait obligé de faire une mise en service scientifique progressive, mais après tout, le VLT, ça a été pareil. C'est-à-dire une première génération d'instruments et même des capacités du télescope, sans doute. C'est ça qui sera nouveau. Et 2015 serait techniquement réalisable, mais nous n'aurons sûrement pas l'argent. Parce que pour faire un télescope, il faut non seulement avoir de l'argent, mais il faut avoir le cash flow. Il faut avoir l'argent au bon moment. Donc, même en empruntant à la Banque européenne, ce qui sera probablement le cas, nous ne pourrons pas faire ce qui est techniquement réalisable, mais seulement ce qui est humainement. Avec un objectif qui est maintenant l'objectif des Américains, et je vais terminer par ça, qui est la première lumière vers à peu près la période 2017-2018. Mais là encore, je refuse d'être crucifié sur ce point-là. Alors, le paysage astropolitique, et je termine avec ça. Alors voilà les grands télescopes qui sont aujourd'hui en service. Ils sont pas là tous, mais ils donnent une bonne idée. Le VLT, c'est l'Europe. Gemini Nord et Gemini Sud. Hein, il y a un symétrique, même taille. Hein. C'est des télescopes qui sont à, je ne sais même pas combien, quelque chose comme 50% américains et le reste, c'est 70% européens, 30% anglais, enfin, quelque chose comme ça. Keck, c'est 2 télescopes qui sont américains sur des fonds privés. C'est une des points assez remarquables de l'astronomie américaine. Et Subaru, c'est les Japonais. Donc vous voyez ici les principaux protagonistes.
le continent nord-américain, parce que Gemini est aussi, je m'excuse, en partie canadien, donc le continent nord-américain, au nord du Rio Grande, le continent, c'est pas un continent, si c'est un continent, le continent européen et le Japon, l'empire du soleil levant. Alors, tout ça, ça a joué pour ma génération le numéro 6 de la guerre des étoiles, le numéro 4, pardon, après tout, c'était le premier qui soit paru sur les écrans, c'est-à-dire que, en fait, avec le VLT, l'astronomie européenne s'est retrouvée à parité à peu près avec l'astronomie américaine après un siècle de domination complète. Et la preuve en instance de cette parité, c'est qu'actuellement, 50% l'Europe, 50% les États-Unis construisent ALMA, qui est un réseau mondial, donc une utilisation mondiale, dans le désert de l'Atacama, d'antennes pour observer le ciel en ondes millimétriques. 50% Europe, 50% États-Unis, parité. Seulement voilà, après la guerre des étoiles 4, il y a la guerre des étoiles 5. Non, il n'y a pas. Si, elle arrive. L'Empire contre-attaque. Voilà les deux projets, et quand je dis projet, le premier miroir ici est en train de se construire et le télescope est en train d'être dessiné, enfin d'être designé, d'être étudié. Donc c'est TMT, 30 Meter Telescope, qui est fait par essentiellement, bon en fait, donc c'est les États-Unis et le Canada, les universités de Californie, Caltech et le Canada, avec un démarrage sur des fonds privés, pas beaucoup, une quarantaine de millions de dollars, et le GMT par un consortium d'autres universités, et qui est des universités comme Harvard, Yale, etc., et qui donc construisent un télescope de 24 mètres, là, fait de cette façon-là, 6 miroirs de... C'est 6 ? Oui, je crois. 2 et 2... 7. 7 miroirs de 8 mètres 40, et donc essentiellement sur des fonds universitaires. Et ils attendent tous la National Science Foundation pour financer en particulier non seulement la fin de la construction, qui est loin d'être financée actuellement, mais aussi les opérations. Et un télescope de ce genre-là coûte son capital en opération tous les 15 ans à peu près. Donc c'est quelque chose qui est très important. En fait, c'est... Donc ça veut dire que la compétitivité européenne est sérieusement en péril. Mais heureusement, donc, après la guerre des étoiles 5, il y a la guerre des étoiles 6, le retour des Jedi. Et donc, je vous présente ici le projet de télescope de 30 à 42 mètres, disons, européen. C'est un projet qui est délégué, si vous voulez, à l'ESO, mais l'ESO le fait avec sa communauté européenne dans le cadre d'Opticon, qui est un programme financé par la Commission. Dans le cadre de l'ILT Design Study, là c'est plutôt la partie technique, mais qui englobe un très grand nombre de laboratoires, comme je vous l'ai montré, et qui est également financé partiellement par la Commission européenne. Et quelque part au-dessus, il y a Astronet, qui est le premier effort, historiquement, de l'astronomie européenne pour se faire un plan global de ces grands investissements dans les 20-25 prochaines années et qui rendra ses conclusions l'année prochaine. Alors, ce télescope, même si je me suis amusé à vous faire une présentation en guerre, ce n'est pas du tout dans une optique de guerre que nous voulons qu'il soit développé, mais dans le cadre d'une coopétition. Alors, une coopétition, c'est une coopération qui n'empêche pas que vous ayez un élément de compétition. Alors, ce que nous voyons pour ce télescope, et qui est en discussion avec la NSF, c'est-à-dire fondamentalement avec l'agence qui finance la recherche aux États-Unis, c'est de coopérer énormément dans les techniques, et nous avons des techniques qui sont les mêmes, nous avons des techniques avec ces autres projets de nos concurrents nord-américains qui sont quasiment les mêmes, mais de coopérer aussi en allant
si possible, jusqu'à aller à échanger des documents complets d'études. Il n'y a absolument aucun moyen. Nous sommes redevables ultimement des deniers des contribuables, donc nous devons montrer que nous économisons chaque fois que c'est possible. Et notre problème n'est pas d'inventer pour le plaisir d'inventer quelque chose de nouveau, est d'aller jusqu'à, et c'est un petit peu plus difficile, bien que la NSF y soit extrêmement réceptive, à arriver à harmoniser le développement de ces télescopes pour qu'ils soient complémentaires. Par exemple, s'il y en a un qui est bas, l'autre pourrait être haut. S'il y en a un qui travaille plutôt dans l'infrarouge, l'autre travaillera plutôt dans le visible et dans l'ultraviolet, et avec un accord de coopération où nos communautés auront des accès réciproques. Et c'est ce cadre-là de collaboration qui n'empêche pas une certaine compétition. Nous voulons tous être le premier à découvrir, à imager des planètes extrasolaires faibles que nous comptons travailler. Ce projet, tel qu'il est actuellement, sera présenté à la communauté astronomique européenne, j'ai oublié de mettre européenne, les 29 et 30 novembre à Marseille, avec un HTTP qui est ici, et qui sera, je l'espère, le départ d'une grande aventure. Je vous remercie. Merci. Je vois déjà que tu as une amorce de solution sur ton dernier transparent. Merci. Et sur ces mots, je vais donc laisser la parole à la salle. Bonsoir, merci. L'idée de base, il y avait eu un projet OWL. Qu'est-ce qui vous a fait redescendre de 100 mètres, je crois, vers 40 mètres? C'est vraiment la difficulté, le coût? Le projet Howl, on l'appelle comme ça, hibou, hein, ou chouette, c'est beaucoup mieux en français. Le projet Howl était en fait un exercice qui partait de la question suivante. Est-ce qu'il est possible de construire un collecteur qui fasse 100 mètres et de lui donner la qualité d'image nécessaire? Le même problème. La réponse, en très gros, c'est la suivante. En fait, oui, il est absolument possible de fabriquer un télescope de 100 mètres. C'est la réponse numéro 1. Par contre, premier problème, il faut dépasser le milliard d'euros. Et dans notre discipline, vous savez, nous avons tous été très frappés par la catastrophe du SSSC, Superconducting Super Collider, qui était un projet de 6 milliards d'euros, ou 8 milliards de dollars, pardon, mais qui était un projet américain en recherche des particules et qui s'est effondré sous son propre coup. Donc là, nous avons des indices très très forts que tout ce qui est actuellement approche le milliard d'euros pour l'astronomie au sol rentre dans la zone dangereuse. Mais il y a une autre raison, c'est que nous nous sommes aperçus que pour obtenir la qualité d'image nécessaire, c'était un stade qui n'était pas un stade qu'on pouvait projeter avec une certitude suffisante dans les années 2015-2020. Nous avons une projection qui, je pense, est relativement précise maintenant, de ce que nous serons capables de corriger à l'échéance 2020, disons, et c'est un télescope de 30 à 40 mètres. Un télescope de 100 mètres, ça n'est pas le cas, non seulement parce qu'il faut mettre un nombre d'actionneurs, si vous voulez, qui croient comme le carré. Donc de 40 mètres à 100 mètres, il y a un facteur 2,5 au carré, c'est-à-dire 6,25, ce qui est assez important. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que vous avez vu qu'il nous faut des étoiles laser. Nous n'arrivons pas à nous en passer. Et les étoiles laser fonctionnent de moins en moins bien quand le télescope grandit. Parce qu'elles sont de plus en plus près, si vous voulez, bon, pour comprendre pourquoi. Et donc, on s'est retrouvé devant, en fait, un mur. Nous sommes retrouvés devant un mur. Nous ne pouvons pas projeter avec une certitude suffisante sur notre communauté que ce télescope marchera à l'horizon 2020. C'est un télescope d'une génération suivante. Si vous voulez, comme à un moment donné, il a fallu des optiques passives intelligentes, le Palomar, il a fallu des optiques actives pour arriver à 8 mètres, il a fallu des optiques segmentées pour qu'on puisse maintenant rêver sur un 30-40 mètres. Au-delà, c'est un concept comme Howl qui fonctionnera.
probablement aucun autre. Et les télescopes actuels ne fonctionnent pas, mais c'était prématuré en fait. Nous sommes enfermés dans un trop ambitieux. Un échec. En fait, c'était aussi sur AOL. Donc, le projet AOL est trop ambitieux, c'est ça. Oui. On peut dire qu'il est abandonné et Oui, remplacé oui. par ça. Oui, non, il est abandonné. C'est un peu ambigu sur la dox dans les eaux. On ne sait pas bien sur le site. Ah, diable, c'est moi qui l'ai fait. Bon, je sais pas. C'est moi qui ai fait chaque ligne. Donc, j'avoue, oulala. Bon, ben, très bien. Non. Ça s'est passé suivant les règles. Les eaux est une organisation qui est quasi militaire. Donc, nous avons une revue qui a été faite par un groupe international, essentiellement nos concurrents américains, qui sont venus, qui ont eu la gentillesse d'ailleurs, de faire une revue. Ils nous ont remis les conclusions à la fin novembre. Le 18 décembre, après on a référé au Conseil de l'ESO, qui est celui qui nous gouverne, qui représente les gens qui nous financent, qui représente les États. Le 18 décembre, nous avions changé et lancé ce projet-là. Donc il a été abandonné en 3 semaines. Si je ne l'ai pas rendu clair dans le texte, je vais y jeter un coup d'œil et modifier. Pour le fonctionnement d'un tel télescope, vous parlez d'un coût humain et d'opérationnel. Quels sont les opérationnels sur place qui seraient nécessaires au fonctionnement? Nous n'avons pas encore fait un modèle opérationnel parce que nous ne connaissons pas encore le projet assez bien. Le genre d'enveloppe dont on parle, c'est 4% par an du coût de construction pour fonctionner à proprement parler. Seulement voilà le problème, c'est que si on veut que le télescope reste en pointe, il faut 5 à 6% de jouvence. Des nouveaux instruments, des nouvelles capacités pour le télescope. Et c'est ça qui fait 10%. Donc un 4-5% incompressible et un 5-6% compressible. Et ça dans un site qui ne soit pas trop effroyable, quoi. Pas en Antarctique. Mais nous n'avons pas de modèle opérationnel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne savons pas actuellement comment les miroirs vont être lavés. Et nous ne savons pas comment les miroirs vont être, quel revêtement de surface va être mis dessus. Alors très rapidement, on pourrait mettre de l'aluminium. Si on met de l'aluminium, le télescope sera médiocre à n'importe quelle longueur d'onde. L'aluminium se ternit partout sur Terre. Il n'est pas possible de réaluminier 1000 mètres carrés de miroir ou plus tous les 15 jours. Par conséquent, il sera médiocre en permanence. En plus, à moins d'être dans un site vraiment sans poussière, c'est le cas de l'Antarctique, c'est vrai, il faut arriver en plus à laver. Actuellement, le VLT fonctionne avec une aluminure tous les années et demie, 2 ans, et avec un lavage tous les 2 mois, à peu près. Donc ça, c'est un modèle. Un modèle qui demande un certain nombre de gens pour faire ça. Dans un autre modèle, on couvre les miroirs avec de l'argent, avec une protection dessus. On a un télescope qui est bien meilleur, à condition de le laver tous les mois. Il est bien meilleur, excepté qu'en ultraviolet, c'est 0. Et j'ose à peine dire ça à l'intérieur de l'IAP, qui est un des fleurons du travail en ultraviolet. Donc, dans cet axe-là que nous sommes en train d'étudier, nous étudions les deux, dans cet axe-là, il est écrit « Tu seras lavé ». « You should be so should be washed ». Tous les mois, au moins. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée comment laver un télescope segmenté. Le télescope est segmenté, il y a des intervalles entre, il y a des milliers d'actuateurs, des dizaines de milliers d'actuateurs qui fonctionnent au nanomètre près. Comment est-ce qu'on peut laver quelque chose comme ça? Le Keck, comment il fait? Le Keck, il ne lave pas. Il ne lave pas. Il enlève ses miroirs par une rotation régulière, mais il en a 36. Et il les réalumine. Donc ils sont lavés et réaluminés. Suffisamment rapidement pour que ce soit quand même... Oui, suffisamment rapidement. Mais 1000 mètres carrés, comment est-ce qu'on va faire?
Donc il y a des solutions éventuellement complètement robotiques. Il y a des solutions avec une centaine de personnes qui nettoient avec de l'Ajax. Donc entre le coût d'opération n'est pas le même et où est sur des postes qui sont différents. Pardon, j'ai terminé ma réponse. L'Ajax Ray, oui. Nous faisons avec de l'eau savonneuse. En fait, on n'a jamais rien trouvé de mieux. Et puis ensuite, on termine avec de l'eau déionisée. On n'a jamais trouvé mieux. S'il vous plaît, ce projet a-t-il un risque d'entrer en concurrence avec des projets spatiaux à l'horizon 2020 ? En fait, nous faisons, et nous, ce n'est pas les autres d'ailleurs, c'est notre communauté, fait extrêmement attention que ce télescope est un programme prévisionnel, même si on pense que le programme dans 15 ans sera différent, mais néanmoins, qui soit... Donc, si vous voulez, actuellement, par exemple, notre communauté a construit 64 types d'observations précises et est en train d'étudier comment les faire. Combien de temps de télescope il faut, par exemple, etc. Mais un des points essentiels qui est regardé, c'est est-ce que ce programme peut être mieux fait avec un télescope spatial ? Ou mieux fait avec le VLT, d'ailleurs. Ou mieux fait en ondes millimétriques, en ondes radio. Donc c'est un point essentiel qui est regardé, c'est-à-dire que tout ce qui peut être fait autrement ne doit pas être fait avec un ELT. Donc la réponse, c'est que l'univers est assez grand et l'espace astronomique assez grand pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude à ce sujet, mais ce que nos autorités nous demandent, ce n'est pas un manque d'inquiétude, c'est une certitude, ce qui est différent. Bon, nous avons eu à l'ESO, le dernier projet qui a été mis en service, c'est le VLT. Et je me souviens du débat qui avait été à l'origine de ce projet. On voulait faire un télescope de 16 mètres. Alors, comme tu l'as montré, on ne pouvait pas faire un télescope de 16 mètres monolithique, mais on a décidé d'en faire 4 de 8 mètres. Oui. Ce qui correspond à la même surface équivalente. Alors maintenant, on a les segmentés, mais on a toujours le choix, on a toujours la possibilité de remplacer un seul télescope, que tu nous as montré, 40 mètres, par plusieurs télescopes, même segmentés, de l'équivalent, et 10 mètres ou plus. Alors pourquoi cette option n'a-t-elle pas été retenue ou envisagée ? Ou a-t-elle été envisagée ? Alors, elle a été envisagée. Elle a été envisagée à beaucoup de niveaux, d'ailleurs. Elle a été envisagée par notre Conseil, donc l'instance suprême, en quelque sorte. Elle a même été envisagée en février. En février de cette année, nous avons fait une réunion de brainstorming à l'ESO, donc il y avait une soixantaine de personnes, la plupart des astronomes, enfin comme il n'y a pas 60 astronomes à l'ESO, il y avait aussi quelques ingénieurs, et donc pendant 2 heures, on a débattu de ce sujet, donc de l'intérêt, de l'avantage de faire éventuellement plusieurs télescopes. C'est parti dans des directions extrêmement différentes. L'une des idées était de faire 4 télescopes de surface équivalente, donc 4 télescopes de 24 mètres ou quelque chose comme ça, en mettre un à très haute altitude, en mettre un dans un autre site, en mettre un pour l'infrarouge, en mettre un pour l'ultraviolet, etc. Le seul problème, c'est que dans ce cas-là, ça coûte presque le coût de 4 fois un télescope de 40 mètres. Donc c'est une voie qui ne pouvait pas marcher. La voie VLT a été regardée aussi. Au niveau de ce genre de télescope, on n'a pas trouvé d'intérêt important, en fait, et on a trouvé un risque considérable. Le risque, il est simple et clair. Il a failli se passer avec le VLT. Au niveau d'avoir 3 télescopes et non 4, ça a été de très peu. Ça a été d'extrêmement peu. Si on partait sur 2 télescopes de 24 mètres, on est dans une quasi-certitude, et c'est le Conseil lui-même qui nous le dit, qu'on va se retrouver avec un télescope de 24 mètres. Donc le point est en fait, je m'excuse, pas pour des raisons fondamentales, pas pour des raisons ayant trait à des grandes considérations scientifiques, mais avec la simple raison qu'on se retrouverait sans rien. Ou plus exactement, on se retrouvait avec la moitié. Oui, bonsoir. Ce n'est pas au sujet du télescope, c'est au sujet du trou noir oui. dont vous avez parlé, qui a un sursaut toutes les 20 minutes ou de 20 minutes, je ne sais plus.
Non, il a un sursaut à peu près une fois par jour, enfin une fois par 24 heures. Et qui dure 20 Et minutes. le sursaut dure, oui, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Et ça signifie qu'il tourne en 24 heures et qu'il y a un événement particulier qui dure 20 minutes, ou il tourne en 20 minutes, ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ça signifie qu'il a un disque. Bon, il y a de la matière qui finit par se retrouver à proximité du trou noir. Cette matière, elle fait un disque, hein, elle est écrasée en un disque qui tourne autour. Hein. Un disque qui tourne autour, qui tourne peut-être autour en 20 minutes, effectivement, et à un moment donné, la matière se décharge à l'intérieur du trou noir, elle est absorbée. Donc la plus grande partie, enfin la moitié probablement, quelque chose comme ça, est absorbée et se retrouve pour augmenter la masse du trou noir, mais il y a une moitié qui se retrouve dans un grand cri, hein, un cri d'horreur en tombant dessus, et c'est ça qu'on voit, c'est le flash qu'on voit. C'est des particules accélérées qui font de la lumière par effet synchrotron, hein, qu'on voit. Et donc, les 20 minutes sont directement reliées, disons, en gros, à la taille de tout ça, au temps que met le disque d'accrétion à tourner autour, qui est effectivement probablement de cet ordre-là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur le poids de la construction, la durée de ce genre de chantier? Une estimation, bien sûr. Oui. Ce qu'on prévoit, c'est d'avoir un début de construction, ce qui ne veut pas dire que certains éléments qui demandent énormément de temps, comme par exemple les grands miroirs secondaires, hein, ne pourraient pas commencer en fait très tôt, dès que le projet est gelé. Il pourrait commencer en 2008, en 2008-2009, mais la construction commencerait à rentrer dans sa phase importante en 2010, 2011, 2012 pour une première lumière technique en 2016. Donc voilà en gros le genre de scénario auquel on pense. Il s'agit de dans un site accessible, là aussi. Bon, il s'agit le télescope lui-même. La partie que vous avez vue, celle qui était avec tous ces tubes, etc., c'est quelque chose d'environ 4000 à 6000 tonnes. Donc c'est une construction qui, en termes de génie civil, est quelque chose de petit. Et la construction même, c'est-à-dire des éléments eux-mêmes, enfin de la grosse structure, est du génie civil. Ce n'est pas une construction au nanomètre près. Hein. C'est une construction de génie civil avec des éléments de tubes qui sont des éléments qui sont tous les mêmes à cause du prix. Et même quand on regarde des sous-systèmes de façon plus fine, ils sont faits avec des éléments qui sont des sous-multiples de ces éléments-là, ce qui fait qu'en fait, quand on regarde tout cet ensemble, on a un ensemble qui est plus ou moins fractal. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement léger. 6000 tonnes, ça vous paraît peut-être pas léger, mais c'est du caoutchouc. Enfin, le VLT, par comparaison, c'est une masse. C'est littéralement une masse. Là, on parle d'un télescope qui est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'on fait attention aux risques sismiques et c'est pour ça qu'on a besoin de l'optique captative en permanence pour corriger les effets du vent. Parce que même un vent de quelques mètres par seconde va déformer cette structure-là. En revanche, pour les miroirs, c'est quand même plus sportif parce que 1000 mètres carrés, si tes miroirs font 2 mètres, ça fait à peu près 4 mètres, il en faut 200, 300 pour couvrir la surface. Il est probable que les miroirs feront plutôt 1,50 m, voilà, donc il en faudra plutôt 1000. Plutôt 1000, bon, alors oui. D'accord. Oui, enfin, ça veut dire qu'il faut en fabriquer un par jour pendant 3 ans, c'est ça, 2 ans? Oui. Oui. Alors il y a quelqu'un qui a relevé le défi? Oui. Nous avons une série d'études industrielles. Ça peut vous paraître bizarre, mais pour des applications dont on n'a pas voulu m'expliquer ce que c'était d'ailleurs, il semblerait que l'industrie européenne a construit des milliers de mètres carrés de miroirs avec ces précisions-là dans des délais de ce genre-là, pour des utilisations non précisées. Bon, donc ils savent faire. Alors en fait, la réponse de l'industrie, c'est extrêmement simple. Ils disent, bon, ben, très bien, vous voulez on va vous déterminer quelle est la durée pour que le coût soit le minimum possible. Donc par exemple, ben, il va falloir faire les miroirs en 5 ans parce que, ou en 6 ans ou en 7 ans,
parce que c'est là où le coût global sera minimum, et on construit une usine pour faire ça. C'est en fait le principe. Ça avait commencé avec le VLT. Pour les miroirs du VLT, les 8,40 m, les 8 mètres là, les miroirs eux-mêmes, le verre en céramique, ça n'existait pas. Schott a relevé le défi avec de l'argent du gouvernement allemand d'ailleurs, et a construit une usine uniquement pour faire ça. D'ailleurs, vous serez heureux d'apprendre qu'avec cette usine, ils n'ont pas fait d'argent, parce que ils ont fait pratiquement tous les miroirs de 8 mètres, mais ça en fait très peu. Ils en ont fait une dizaine, mais ça en fait très peu. Donc ils n'ont pas fait d'argent avec. Mais comme ils avaient développé le moyen de faire des grandes quantités de mètres carrés de céramique à un coefficient d'expansion 0, la même usine en question actuellement, quelque peu modifiée, est en train de sortir quelques millions de plaques de fours, de cuisinières à induction, et ils font beaucoup d'argent avec. Donc nous ne sommes pas forcément inintéressants pour les industriels, d'ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence avec Alma lui-même, qui a démarré avant? Donc, est-ce que l'ESO ne s'est pas un peu pris à son propre piège là-dessus, en étant trop ambitieux? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un point dur sur l'optique adaptative? Parce que l'optique adaptative qui fonctionne sur d'aussi grands miroirs, ça ne doit pas être simple, ça doit être même hautement complexe, non? Alors, sur la première question, nous sommes sans aucun doute en compétition pour la bonne raison que l'ESO a un budget et que par conséquent, l'argent qui va à Alma ne va pas à un ELT et réciproquement, l'argent qui irait à un ELT ne va pas à Alma. Donc, et c'était la différence entre le côté de ce qui était techniquement possible et ce qui était financièrement possible. Et il est certain que le projet risque d'être poussé. Il est poussé effectivement dans le futur, il perd du temps à cause de la compétition financière avec Alma. Nos concurrents américains, parce que dans ce cas-là c'est quand même des concurrents, ont des problèmes du même genre, étant entendu qu'ils ont besoin ultimement d'une grande quantité d'argent de la NSF et que la NSF n'a pas d'argent parce qu'elle finance Alma. Donc Alma, mais c'est normal, enfin, je veux dire, l'astronomie se développe sur une palette et il est normal qu'un projet qu'on fait à une époque ralentit les ambitions qu'on peut avoir sur le développement futur. C'est normal. Donc oui, c'est vrai. La seconde question, c'était, l'optique adaptative n'est pas facile, non. Nous avons donc tout un programme de développement qui est un programme qui a des délais, qui est chiffré, qui a un plan de développement, et ce plan converge vers une première étape d'optique adaptative amenant à des images améliorées aux alentours de 2015, 2016, 2017, 2018. Et c'est vrai qu'une optique plein pot, capable de détecter des planètes exosolaires, c'est l'optique adaptative la plus difficile, une des plus difficiles qui soit possible, c'est quelque chose qui ne sera possible que quelques années après. De la même façon que sur le VLT, c'est seulement maintenant que nous construisons un instrument pour détecter des exoplanètes. Alors que le VLT a déjà plus de 10 ans. Oui, enfin non, peut-être pas plus, mais à presque 10 ans. Pour la même raison. Donc en fait, nous voyons ça comme sur le VLT, parce que nous avons eu l'expérience, comme une série de générations. Vous construisez une infrastructure. Si vous voulez, en un sens, le télescope est un peu plus grand que ce que vous êtes capable de maîtriser en imagerie fine au départ. Et puis c'est au cours des années que vous affinez au fur et à mesure et que vous développez les potentialités de votre télescope. Donc en démarrant avec les instruments et le type de science qui demandent des images moins fines, des objets extrêmement faibles, le suivi des objets des télescopes spatiaux, les mesures de vitesse avec une précision extrêmement grande. Ça ne demande pas une imagerie fine, ça ne demande même probablement pas d'imagerie. Ce qui est intéressant dans ta dernière remarque, c'est qu'on voit une différence assez importante entre les projets au sol et les projets spatiaux. La plupart du temps, les instruments, quand ils sont envoyés dans l'espace, sont déjà trop vieux par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Oui. Et on ne peut pas changer le concept, oui, très difficilement. Oui. Mais pour quand même avoir un ton un peu plus... je vais vous donner un exemple. Il y a 6 mois, on savait qu'un des problèmes redoutables, alors qu'on pensait au départ que ça n'allait pas être ce serait la puissance de calcul.
La puissance de calcul pour ces optiques adaptatives avancées, hein, une optique adaptative dite à extrêmement grand nombre d'ordres pour détecter des planètes exosolaires. Ça demande une puissance de calcul qui ne croît pas en D2, mais qui croît au moins en D6. Comme le... Non, pardon, excusez-moi, attendez, j'essaye d'avoir ma valeur exacte, qui croît en D6, oui. Et on s'est aperçu qu'il fallait que la loi de Moore, hein, vous savez, le doublement, etc., se conserve pendant au moins 15 à 20 ans. Or, les industriels nous disent que non, que la loi de Moore ne va pas se développer, dans le sens où les processeurs eux-mêmes ne vont pas augmenter en puissance à cette vitesse-là, à moins d'avoir un ordinateur quantique cohérent, et on n'en est pas là. Donc, on se retrouvait devant un mur. Il y a quelques mois, une équipe française et une équipe américaine ont résolu le problème. Et le temps de calcul nécessaire est maintenant D2, D au carré. Essentiellement de la même façon que la transformée de Fourier rapide a permis de faire des transformées de Fourier à une rapidité prodigieuse. Donc ce problème-là, qui était un gros problème, n'existe plus. Enfin, il n'existe plus. Avec un effort monumental pour arriver à appliquer ces techniques sur les algorithmes extrêmement complexes qu'il va falloir développer dans les 10-15 prochaines années. Dans l'optique adaptative, énormément. La France a été un des berceaux. En fait, ça a été, on peut presque dire, le berceau de l'optique adaptative au sol, non militaire. Astronomique, non militaire. Les États-Unis ont été évidemment le berceau de l'optique adaptative militaire. Et continue d'être un des très très grands opérateurs dans ce domaine. En Europe, fondamentalement, ok, d'accord, sans mettre dans un ordre quelconque, la France, l'Italie, l'Allemagne, en gros, sont les acteurs. Et la France, c'est le plus grand acteur. Mais ils ont des très bonnes idées en Italie. Disons que la France fait des systèmes excellents et que les Italiens ont des très bonnes idées. Mais aussi pas mal d'idées. Mais aussi pas mal d'idées. Non. Voilà. Dont l'Observatoire de Paris. Dont éminemment l'Observatoire de Paris. Est-ce que, par hasard, vous sauriez où en sont la Chine et l'Inde dans ces recherches ? Alors, je peux même élargir au Japon. Oui. Le Japon a un projet d'ELT. Il a un nom, mais je l'ai oublié. Un nom provisoire, hein, comme nous. C'est un nom provisoire, hein, bien sûr. Mais ils n'ont aucun moyen actuel. Leur gouvernement leur a indiqué très clairement qu'ils commençaient par finir ALMA. Ça répond à une partie d'une question. Mais ils développent un certain nombre de technologies amont et nous sommes en contact avec eux. En fait, le responsable japonais fait partie de nos groupes d'études. On ne peut pas demander mieux. La Chine commence à s'interroger sur les ELT. C'est assez difficile de savoir quels sont leurs plans exacts parce que l'astronomie chinoise actuellement est en train de se développer dans toutes les directions. Donc à un moment donné, il y aura un coup de barre du gouvernement central quand même, mais actuellement, comme ça se développe dans toutes les directions, il est difficile de voir ce qu'il va prendre et ce qu'il ne va pas prendre. Il est clair que quand ils feront, parce qu'ils le feront, quand ils feront un ELT, ils le feront au Tibet. L'Inde a en tout et pour tout, à ma connaissance, une étude de site, qui est un site dans l'Himalaya. Je ne connais pas plus pour l'Inde. Quelqu'un connaît peut-être plus dans l'audience, mais c'est vrai que là, l'Inde, pour moi, est en dehors du champ de vision. Pour l'ELT, il avait été question de l'Asie centrale pendant un moment. Enfin, ça a été exploré. Est-ce qui a fait que ça n'a pas été... Eh bien, il y a un site en Ouzbékistan, Maïdenak, qui est apparemment un site absolument extraordinaire. C'est un site complètement absurde. C'est une cuvette avec des montagnes autour. Donc la recette classique pour avoir des images effroyables. Et c'est peut-être, à part l'Antarctique, l'endroit où il y a les images les meilleures du monde.
et en plus avec un vent nul. C'est compris, hein, pourquoi d'ailleurs. Hein. Donc je ne rentrerai pas dans le vent catabatique et autres joyeusetés, mais il est compris pourquoi. Alors n'exagérons rien, c'est aussi ainsi que de temps en temps les images ne sont pas extraordinaires. Bon, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des gens de l'Ouzbékistan dans l'audience, mais enfin, bon, ça ne sera pas politiquement très correct, mais un pays où le sport national, quand il y a un étranger, est de le saisir et de le rendre en un ou plusieurs morceaux suivant la valeur de la rançon, n'est pas un pays qui, sur le coût, vous savez, il y avait un truc qui était coût d'accès, coût d'infrastructure, coût pour le travail. Nous avons considéré que le coût était beaucoup trop élevé a priori. Donc, bien que ça soit un site qui soit effectivement apparemment extraordinaire. J'ai essayé dans une autre vie, il y a 25 ans, quand il y avait eu une URSS, j'ai essayé d'y aller d'ailleurs, j'étais invité à y aller. Donc je suis allé jusqu'à Alma-Ata, et puis là, on m'a indiqué fermement que comme il y avait eu une opération qui s'était déclenchée en Afghanistan, il n'était plus question de se rendre dans cet endroit-là. Donc je ne l'ai jamais vu. Bon, enfin, tu nous as donné des sites quand même prometteurs déjà. Hein. Oui. On a de quoi réfléchir. Oui, oui, voilà. On a quand même un certain nombre de sites. Et bon, sur ces paroles, encore une fois, merci Guy Monet. Bravo. C'est Granada.